Ce qui est en train de se jouer, en ce moment même, dans le détroit d'Ormuz, pourrait redéfinir l'équilibre mondial en quelques jours. Et le plus inquiétant, c'est que tout s'accélère dans un silence presque trompeur. Officiellement, on parlait encore d'apaisement. Les discussions d'Islamabad avaient laissé croire à une désescalade progressive, une pause stratégique, un moment pour souffler. Mais en coulisses, la réalité est tout autre. Selon plusieurs signaux concordants, l'Iran vient de franchir un cap dans son discours. Téhéran ne parle plus seulement de tensions ou de désaccords diplomatiques. Le pays accuse désormais directement les États-Unis de préparer un blocus naval autour du détroit d'Ormuz. Un blocus. Ce mot n'est pas anodin. En géopolitique, c'est l'un des actes les plus agressifs avant un conflit ouvert. Et ce n'est pas tout. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a personnellement alerté la Chine sur ce qu'il qualifie de conséquences dangereuses des actions américaines dans le Golfe Persique. Autrement dit, l'Iran ne se contente plus de répondre. Il mobilise ses alliés. Et ça change complètement la donne. Parce que derrière cette tension, il y a une réalité brutale, le détroit d'Ormuz est une ligne rouge absolue pour Téhéran. C'est une question de souveraineté, mais aussi de survie économique. Donc quand l'Iran parle d'entrave à sa navigation, il faut comprendre qu'on touche à un point où toute réaction peut devenir imprévisible. Et pendant que ces accusations montent, un autre signal fort est passé presque inaperçu. La Chine et la Russie ont utilisé leur veto à l'ONU pour bloquer une résolution visant à contraindre l'Iran à rouvrir totalement le passage maritime. Un geste lourd de sens. Ce n'est pas juste un désaccord diplomatique. C'est un positionnement stratégique clair. On est en train d'assister à la formation d'un front. D'un côté, les États-Unis et leur intérêt dans la région. De l'autre, un axe qui se consolide entre Téhéran, Pékin et Moscou. Et au milieu, un point de passage étroit, mais crucial, par lequel transite une partie massive de l'énergie mondiale. C'est là que tout se cristallise. Et c'est pour ça que cette situation est aussi explosive. Parce qu'il suffit d'un seul incident. Un seul. Un navire intercepté. Une manœuvre mal interprétée. Une démonstration de force de trop. Et ce qui n'est aujourd'hui qu'une montée de tension, peut basculer en crise ouverte. On n'est plus dans une simple rivalité diplomatique. On est dans une situation où chaque mot, chaque mouvement, chaque décision, peut avoir des conséquences globales. Et pourtant, malgré la gravité des signaux, le grand public n'en mesure pas encore pleinement l'ampleur. C'est exactement pour ça qu'il faut en parler maintenant. Le vrai sujet, ce n'est pas simplement le détroit d'Ormuz. Le vrai sujet, c'est le contrôle. Qui décide de ce qui passe, de ce qui ne passe pas, et à quelles conditions? Aujourd'hui, l'Iran estime que les États-Unis ne cherchent pas seulement à surveiller la zone, mais à imposer une pression stratégique permanente. Une pression qui, selon Téhéran, s'apparente de plus en plus à un blocus déguisé. Et c'est là que la tension monte d'un cran. Parce qu'un blocus, même implicite, est perçu comme une attaque directe contre la souveraineté du pays. Du côté iranien, le discours est très clair, toute tentative d'entraver sa navigation sera considérée comme une provocation majeure. Ce qui veut dire concrètement qu'on n'est plus dans une zone grise. On est dans un face-à-face. D'un côté, Washington qui cherche à maintenir sa présence militaire et son influence dans la région. De l'autre, Téhéran qui refuse catégoriquement toute forme de contrôle extérieur sur ses accès maritimes. Et entre les deux, un enchaînement de signaux inquiétants. Des mouvements de navires militaires. Des opérations de surveillance renforcées. Des démonstrations de force qui, chacune, peuvent être interprétées comme une escalade. Le problème, c'est que dans ce type de situation, la perception compte autant que la réalité. Une simple opération défensive pour l'un peut être vue comme une menace offensive pour l'autre. Et c'est exactement comme ça que les crises dégénèrent. Autre élément clé, la question de la navigation libre. Les États-Unis défendent le principe de libre circulation dans les eaux internationales. Mais pour l'Iran, certaines zones relèvent de sa souveraineté directe. Donc derrière ce débat technique, se cache en réalité un conflit beaucoup plus profond. Un conflit de légitimité. Qui a le droit d'imposer les règles? Et surtout, qui est prêt à aller jusqu'au bout pour les faire respecter? Parce qu'aujourd'hui, aucun des deux camps ne semble prêt à reculer. Et c'est ça qui rend la situation aussi instable. On est dans un équilibre extrêmement fragile, où chaque action peut être interprétée comme une provocation, chaque réaction comme une escalade.
Et dans ce genre de contexte, ce ne sont pas forcément les grandes décisions qui déclenchent les crises. Mais souvent, les petites erreurs. Ce qui rend cette crise particulièrement dangereuse, ce n'est pas seulement l'affrontement entre l'Iran et les États-Unis. C'est ce qui se passe autour. Parce qu'en arrière-plan, un autre rapport de force est en train de se structurer. Et il est beaucoup plus large. L'Iran n'est plus dans une posture d'isolement comme par le passé. Aujourd'hui, Téhéran s'appuie sur deux puissances majeures, la Chine et la Russie. Et ce soutien n'est pas symbolique. Il s'est matérialisé très concrètement à l'ONU, lorsque Pékin et Moscou ont utilisé leur droit de veto pour bloquer une résolution qui visait à contraindre l'Iran sur la question du détroit d'Ormuz. C'est un signal fort. Parce qu'un veto, ce n'est pas juste un désaccord. C'est une ligne rouge posée sur la scène internationale. Cela signifie, sur ce dossier, nous ne laisserons pas passer. Et derrière ce geste, il y a une logique stratégique. Pour la Chine, la stabilité de ses approvisionnements énergétiques est vitale. Pékin n'a aucun intérêt à voir les tensions dégénérer dans une zone aussi sensible. Mais en même temps, soutenir l'Iran, c'est aussi contester l'influence américaine dans la région. C'est une manière de rééquilibrer le jeu. Du côté de la Russie, la logique est similaire, mais avec une dimension supplémentaire. Moscou cherche à affaiblir la position des États-Unis sur plusieurs fronts à la fois. Soutenir Téhéran, c'est maintenir une pression indirecte sur Washington, tout en renforçant ses propres alliances. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'on ne parle plus d'un simple conflit bilatéral. On est face à un système d'alliances. Un bloc qui se dessine progressivement. Avec d'un côté, les États-Unis et leurs partenaires traditionnels. Et de l'autre, un axe Téhéran-Pékin-Moscou qui se renforce, dossier après dossier. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la Chine ne se contente plus d'un rôle discret. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a publiquement salué la résilience de l'Iran et s'est dit prêt à intervenir diplomatiquement pour freiner l'escalade. Autrement dit, Pékin sort de sa réserve. Et ça, c'est un changement majeur. Parce que lorsque la Chine s'implique ouvertement dans une crise, ce n'est jamais anodin. Cela signifie que les enjeux dépassent largement la région. Et que chaque décision prise à Ormuz peut désormais avoir des répercussions à l'échelle globale. Le danger, dans cette configuration, c'est l'effet domino. Si la tension monte d'un côté, elle peut entraîner une réaction en chaîne. Un soutien politique peut devenir un soutien logistique. Un soutien logistique peut devenir un engagement plus direct. Et à ce moment-là, le conflit change complètement de dimension. C'est exactement ce qui inquiète aujourd'hui les analystes. Parce que plus les alliances se solidifient, plus les marges de manœuvre se réduisent. Et plus le risque d'un affrontement indirect entre grandes puissances augmente. On n'est plus simplement dans une crise régionale. On est face à un équilibre mondial qui se tend. Et dans ce genre de configuration, chaque mouvement compte double. Ce qui est peut-être le plus préoccupant dans cette situation, c'est que la voie diplomatique est en train de se refermer. Et ça, c'est toujours le signe que les choses peuvent rapidement déraper. Les discussions d'Islamabad avaient pourtant suscité un certain espoir. Officiellement, il était question de calmer les tensions, de trouver un terrain d'entente, au moins temporaire. Une sorte de pause stratégique. Mais en réalité, ces négociations étaient beaucoup plus fragiles qu'elles n'en avaient l'air. Dès le départ, les positions étaient profondément opposées. Les États-Unis cherchaient à obtenir des engagements rapides, concrets, notamment sur la sécurité maritime et la liberté de circulation. De son côté, l'Iran posait une condition claire, aucune avancée possible tant que les pressions, les menaces et les actions perçues comme hostiles continuaient. Autrement dit, deux visions incompatibles. Et très vite, les discussions ont commencé à s'enliser. Ce que Téhéran appelle aujourd'hui des exigences excessives de Washington, ce sont en réalité des demandes jugées inacceptables, voire humiliantes. Pour les autorités iraniennes, céder dans ce contexte reviendrait à reconnaître une forme de contrainte extérieure. Et ça, politiquement, c'est impensable. Résultat, blocage. Mais ce blocage va plus loin qu'un simple désaccord. Il marque une rupture de confiance. Parce que selon l'Iran, les États-Unis auraient envoyé des signaux contradictoires. D'un côté, des discours d'apaisement, des promesses de calme temporaire. De l'autre, des actions sur le terrain perçues comme des provocations, présence militaire renforcée, surveillance accrue, pression indirecte. Ce décalage alimente un sentiment très dangereux.
Celui que la diplomatie est utilisée comme un outil, pendant que la stratégie réelle se joue ailleurs. Et à partir du moment où cette idée s'installe, le dialogue devient extrêmement difficile. Parce que chaque proposition est suspectée. Chaque ouverture est interprétée comme une manœuvre. Et dans ce climat, il n'y a plus de place pour la confiance. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est la position actuelle de Téhéran. L'Iran ne dit pas simplement « nous refusons cet accord ». L'Iran dit « aucun accord ne sera possible tant que toutes les formes d'agression ne cessent complètement ». C'est une position très dure. Parce qu'elle implique un préalable quasiment impossible à obtenir dans le contexte actuel. Et donc, concrètement, ça veut dire que les négociations sont à l'arrêt. Sans perspective claire de reprise. Et quand la diplomatie s'arrête, il ne reste généralement que deux options. La pression. Ou l'escalade. Et dans un environnement aussi tendu, avec autant d'acteurs impliqués, la frontière entre les deux peut disparaître très vite. C'est exactement pour ça que cette phase est critique. Parce qu'on est en train de passer d'un conflit géré à un conflit incontrôlable. Et ça, historiquement, c'est souvent le moment où tout peut basculer. C'est maintenant que la question la plus sensible se pose. Jusqu'où cette crise peut-elle aller, sans franchir le point de non-retour? Parce que derrière les déclarations officielles, il y a un message très clair envoyé par l'Iran. Toute tentative de forcer le passage, de limiter sa souveraineté, ou d'imposer une contrainte directe dans le détroit d'Ormuz, ne restera pas sans réponse. Et surtout, cette réponse pourrait être immédiate. C'est là que le risque devient concret. On n'est plus dans des hypothèses abstraites. On est dans une situation où un simple incident peut déclencher une réaction en chaîne. Un navire intercepté. Un bâtiment militaire qui s'approche trop près. Une manœuvre jugée hostile. Dans un contexte aussi tendu, ce type d'événement ne reste jamais isolé. Il appelle une réponse. Puis une contre-réponse. Et très vite, l'escalade devient incontrôlable. Le problème, c'est que personne ne veut apparaître comme celui qui recule. Pour les États-Unis, maintenir leur présence et défendre la liberté de navigation est une question de crédibilité internationale. Pour l'Iran, céder sous pression serait perçu comme une faiblesse inacceptable, aussi bien sur le plan interne qu'externe. Donc chacun avance, sans vraiment pouvoir faire marche arrière. Et c'est exactement comme ça que les crises basculent. Autre élément inquiétant, la multiplicité des acteurs sur le terrain. On ne parle pas seulement de deux pays. Il y a des forces alliées, des partenaires régionaux, des intérêts économiques, des navires de différentes nationalités. Ce qui multiplie les risques d'erreur. Une mauvaise identification. Un ordre mal interprété. Une réaction trop rapide. Et soudain, une situation locale peut devenir un incident international. Avec des conséquences immédiates. Hausse brutale des prix de l'énergie. Tensions sur les marchés financiers. Pression politique dans plusieurs capitales. Et surtout, un engrenage diplomatique extrêmement difficile à stopper. Le mot utilisé par l'Iran est révélateur, irréversible. Cela signifie que certaines actions pourraient fermer définitivement la porte à toute désescalade. Une fois ce seuil franchi, il ne s'agit plus de gérer une crise. Il s'agit d'en contenir les conséquences. Et c'est là que le scénario devient global. Parce qu'avec les alliances en place, une escalade locale pourrait très vite impliquer plusieurs grandes puissances, directement ou indirectement. Pas forcément sous la forme d'un conflit ouvert immédiat. Mais à travers des soutiens, des pressions, des démonstrations de force. Et dans ce type de configuration, le moindre faux pas peut avoir un impact disproportionné. C'est ce qu'on appelle un point de bascule. Un moment où tout semble encore sous contrôle, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour que ce basculement devienne possible. Une tension militaire. Un blocage diplomatique. Des alliances qui se rigidifient. Et une absence totale de confiance entre les acteurs. La vraie question, désormais, n'est plus de savoir si la situation est dangereuse. Elle l'est déjà. La vraie question, c'est de savoir quel sera l'élément déclencheur. Et surtout, quand il surviendra.